Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Des étoiles brillent dans vos yeux quand vous racontez une vie tout au long de laquelle vous n'avez jamais cessé de prendre de la hauteur. Des souvenirs réunis dans un livre afin qu'ils ne s'envolent pas. Bonjour Philippe Perrin. Bonjour et merci d'avoir noté que le livre sert à ça. Oui, alors ce livre, c'est En apesanteur, chez Michel Lafon, et vous racontez votre parcours, un parcours exceptionnel, puisque vous êtes l'un des 10 Français à avoir un jour été dans l'espace. Et un des 500 premiers humains depuis le début de l'humanité à voir la Terre de haut, donc ce qui est un privilège, et ce privilège m'obligeait de témoigner, de partager, c'est ce que le livre a l'intention de faire. Alors moi j'ai l'intention de raconter ce livre et de vous raconter à travers 4 dates clés, c'est le principe des clés d'une vie, qui ont tout un rapport avec le livre et avec votre parcours de spationaute. Et la première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre désir de prendre de la hauteur, le 27 septembre 68, la sortie de ce film. L'Odyssée de l'espace, et je crois que ça vous a marqué, Philippe Perrin. De façon générale, je suis très marqué par la capacité des artistes, des auteurs de fiction à imaginer le futur avec plus de vérité que tous les scientifiques ne peuvent le faire. Et effectivement, ce film me marque et je sais que ça va être mon futur. Alors, je ne sais pas à quel point, mais finalement, si on regarde l'idée, toute l'action se passe autour des années 2000. Donc, on est dans une actualité qui est celle de mon vol dans l'espace. Oui, et on dit d'ailleurs que le nom de l'original de l'ordinateur HAL 9000, c'était les lettres décalées de IBM. Alors ça n'a pas été confirmé, ça fait partie des hypothèses aujourd'hui. On aime à le croire. Alors ce film, vous l'avez eu un jour par hasard au cinéma ou c'était voulu? Je ne m'en souviens pas. Je l'ai vu plusieurs fois. Et la première fois probablement par hasard. Et la dernière fois, je le revois alors que je suis à l'entraînement à Houston. Dans un sas dans lequel on fait le vide parfait pour utiliser et tester la combinaison. C'est un peu long et on me dit, mais est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu veux regarder un film? Je dis, je veux bien regarder 2001. Et donc je suis en scaphandre et je vois en fait mon héros en scaphandre. C'est extraordinaire. Alors au départ, vous êtes né au Maroc, à Meknès, qu'on appelait d'ailleurs à une époque le Versailles du Maroc, tellement c'était une ville pleine de beauté. Oui, le Maroc, c'est la base de beaucoup de choses. D'abord, il y a mes origines pieds noirs, je crois, des gens qui avaient envie de faire quelque chose de leur vie. C'est maman qui me pousse aussi avec cette tradition pieds noirs vers l'excellence. Mais c'est aussi un pays d'une beauté incroyable. D'ailleurs, j'ai fait voler le drapeau chérifien. J'en ai jamais trop parlé, mais j'ai fait voler dans l'espace le drapeau chérifien. Et en même temps, même au Maroc, vous avez la nostalgie de la France presque, Philippe Perrin. Ah ça, je crois que c'est le propre des gens qui vivent à l'extérieur, des expatriés, c'est que finalement ils idéalisent une France qui ne leur appartient plus. Et quand je reviens en France, je me dis mais finalement cette France a-t-elle jamais existé? Alors les jeunes années, c'est pas toujours facile. Je crois que vous avez survécu à des balles lors d'un attentat du Maroc. Oui, j'aurais envie de reprendre la phase de Napoléon. Ma vie est un roman, mais alors elle commence très tôt. Ce roman commence très tôt. Effectivement, je suis sur la plage de Srirat, en face du palais royal, le jour de l'attentat contre Hassan II. Et les balles viennent jusque dans les cabanons. Et vous vous cachez, je crois. Et on se cache, on se met sous les lits. Et mon oncle Patrick me fait jouer aux cartes pour que je pense à autre chose. J'ai une confidence, c'est que je ne veux plus et je ne sais plus jouer aux cartes. C'est fou, hein? Ça vous a marqué à vie? Ça m'a marqué à vie. Et en même temps, dans le livre, je dis, ça me donne l'impression finalement que rien ne peut me toucher, que rien ne peut m'arriver. Et je crois aussi, Philippe Perrin, que vous avez failli vous noyer enfant sur une plage, à Skira. Ah, c'est une anecdote que je raconte pour parler peut-être du rapport à mon père qui est essentiel dans l'homme que je suis devenu. Et à un moment, je cherche des forces dans ma sortie extravéhiculaire qui ne viennent pas. Et je pense à l'anecdote d'un jour où je vais pour me noyer et mon père vient me secourir. Il me dit, je crois que j'ai battu le record du monde du 100 mètres. Je crois que quand on a une motivation, on peut. Vous auriez pu être plongeur d'ailleurs. Alors j'ai été plongeur et j'ai même hésité entre 2 carrières, celle de pilote de chasse et celle de plongeur sous-marin pour Monsieur Deloz à la Comex à l'époque. J'ai fait en fait toute une formation de plongeur moniteur de plongée sous-marine. Le haut ou le bas, c'était les deux extrêmes. Et d'ailleurs,
cette expérience de plongée m'a énormément servi en sortie extravéhiculaire. C'est ce qui m'a permis, je pense, d'être sélectionné pour la mission STS-111. Et il y a un autre film qui vous a marqué, je crois, Philippe Perrin, c'est Le Monde de silence de Louis Malle et du commandant Cousteau. Oui, alors il faut savoir que Cousteau est une des personnalités les plus connues aux États-Unis. C'était un grand fan d'espace. D'ailleurs, il était à chaque décollage. Je l'ai rencontré, je crois que c'était au décollage de Jean-François Clairvoy. Et il m'a inspiré vers l'environnement. C'était le premier finalement à parler d'environnement. Oui, et d'ailleurs, ce film, Le Monde du silence, a obtenu la Palme d'Or à Cannes du documentaire. Et c'est arrivé une seule fois depuis avec Fahrenheit 911, qui a eu le même prix, sinon personne ne l'a eu. Oui, et c'était là aussi un visionnaire. Alors après, dans l'espace, je rêvais d'un monde du silence, mais la sortie extravéhiculaire est tout sauf un monde du silence. Il se trouve aussi que votre premier voyage en avion, c'était sur Air France, et vous avez ramené un pins, je crois, vous étiez tout petit. Oui, ça c'est aussi ce qui m'a éveillé à l'aéronautique. Ce sont ces voyages incessants entre le Maroc, donc où je suis né, la France, où j'ai fini par grandir, et je vole une nuit sur une caravelle. J'ai accès au poste de pilotage. Je suis reçu par l'équipage, glorifié par la maîtrise de toutes les lumières du cockpit, de tout ce monde qui me paraît magique. Et le commandant de bord, symboliquement, me donne le pins d'Air France que je garde pendant des années. C'est extraordinaire. Alors aussi, vous rêvez, lorsque vous faites du vélo, d'espace, alors qu'à l'époque, personne ne parle d'espace, Philippe Perrin. Alors là, c'est très étonnant, parce qu'en fait, je vois ma vie. Je vois ma vie se dérouler, je la vois sous la forme d'un rêve éveillé. Donc effectivement, j'ai peut-être 14 ans, et je me vois rentrer dans l'atmosphère à bord d'une navette spatiale. Alors, à l'époque, la navette américaine n'existe pas, et il n'y a pas d'astronaute français. J'ai la certitude que je vais un jour rentrer dans l'atmosphère en navette. C'est extraordinaire. Alors vos études aussi, ça se passe en Provence. Je crois qu'il y a l'école publique de Saint-Paul-et-de-Quesson, Oui. il y a le collège Georges-Ville-de-Pont, Saint-Esprit, le lycée Gérard-Philippe, qui est d'ailleurs aujourd'hui le lycée Albert Einstein. Je ne sais pas si vous le savez. Alors ils ont hésité entre Philippe Perrin et Albert Einstein. Je suis très, très content pour Albert. Et vous intégrez l'école polytechnique, ce qui n'est pas évident d'ailleurs lorsqu'on est loin de Paris, Philippe Perrin. Non. D'ailleurs, je vais vous faire raconter une anecdote. Je suis en terminale et mon professeur de physique me dit « Mais tu sais, tu devrais faire les grandes écoles à Paris. » Alors, je ne sais pas ce que sont les grandes écoles. Et j'imagine un peu comme les grands d'Espagne, vous savez, Louis de Funès. Oui. J'imagine des écoles immenses à Paris. Et je me projette aller à Paris faire une école immense. Ouais. Et Polytechnique, ça se passe tellement bien que vous avez défilé pour le 14 juillet. Alors, on défile tous. C'est un moment d'une émotion unique. Parce qu'on défile en premier, vous savez. Oui. Et alors, la foule est immobile. Et puis d'un coup, on se met en marche. Alors, comme les polytechniciens savent le faire, hein, plus ou moins bien, mais la foule de Paris applaudit. Et là, on sent une union nationale. Moi, c'est ce qui m'a plu. Vous savez, j'ai toujours aimé la France. Et je suis attentif au symbole aussi de cet amour. Et ce jour-là, l'amour s'exprime. Et vous avez aussi ressenti d'autres rêves, ceux d'Henri de Montfred, lorsque vous avez fait votre service militaire, je crois, dans l'océan Indien, Philippe Perrin. Alors, on est tous admiratifs du rêve, on s'inspire du rêve des autres. Et je pars effectivement faire un service militaire en océan Indien, à Djibouti, où il y a encore les mêmes boutres que ceux qu'avait connu Henri de Montfred. Et c'est peut-être une première incitation au voyage, à la découverte. Finalement, quand je vais partir dans l'espace, je vais avoir le sentiment d'être un voyageur au long cours qui ne sait pas vraiment où il va, ce qui était sûrement son sentiment à l'époque. Henri de Montfred, qui était un personnage incroyable, à la fin de sa vie, il aimait courir les cocktails. Et je me souviens de lui l'avoir croisé, il allait vers le buffet en disant « Laissez-moi passer, je suis vieux, je vais bientôt mourir. » Et il passait en priorité, car il avait beaucoup d'humour. Et c'est vrai que tout ça vous entraîne un jour à voir un texte, un article de Patrick Baudry qui vous a marqué. Oui, je suis à la maison, j'ai une vingtaine d'années, je suis à l'école polytechnique. Et le texte dit « Un astronaute se doit d'être à la fois ingénieur et pilote ». C'était l'époque un peu glorieuse des pilotes d'essai. Donc Patrick, Jean-Loup, Michel, Jean-Pierre. Et je me retourne vers mes parents avec beaucoup d'innocence et je leur dis « Je sais ce que je vais faire de ma vie. Je vais être astronaute, mais je vais commencer d'abord par être pilote de chasse. » Donc à la maison, on était un peu surpris. Alors non, je vous rappelle, une famille de pieds noirs. Non, je ne déçois pas l'ambition familiale. Votre père est kinési, je crois. Mon père est kinésithérapeute. Papa et maman ne
connaissent pas l'armée, mais mes 2 grands-pères ont fait la guerre. Ce que j'explique, parce que là aussi, c'est fondateur de ma motivation à aimer et à défendre la France. Ils participent à la bataille de France, tous les 2. Oui, et ça, vous le savez, quoi qu'ils n'en parlaient pas beaucoup. Après la guerre, on ne parlait pas de ce qu'on avait vécu. C'est assez étonnant. Le grand-père qui avait peut-être le plus souffert, puisqu'il est à la tête d'une section de zouaves, il sort pour prendre les ordres, il est fauché par un obus, finalement sauvé, la section est ensevelie, et elle disparaît, et il ne m'en parle jamais. C'est fou, hein. C'est fou. Alors, il y a aussi 2 personnes qui essayent de vous décourager d'aller vers cet univers. C'était votre prof de psychologie moderne et Elisabeth Badinter, Philippe. Oui, alors Elisabeth Badinter, quelqu'un pour qui j'ai un infini respect, et son mari aussi, et était mon professeur de philosophie, de psychologie plus particulièrement, à l'école polytechnique. Elle m'a aidé. Et puis un jour à Saint-Germain, je la croise par hasard et je lui donne mon projet de vie, qui est de rentrer dans l'armée de l'air, et sans trop lui expliquer que c'est pour être astronaute. Et effectivement, elle comprend pas. Et là, je me dis, mince, si cette dame ne comprend pas, c'est peut-être que je me suis trompé. Je crois que vous n'êtes pas trompé et on va continuer à en parler à travers une autre date, le 2 août 1990. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Perrin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Perrin, astronaute français. Vous publiez en apesanteur chez Michel Lafon un livre où vous racontez comment vous avez été dans l'espace. On a commencé à en parler avec votre début du parcours, mais c'est pas arrivé tout seul et il y a un événement important qui s'est passé aussi et qui a marqué le monde le 2 août 1990. Il était en alerte, mais il ignorait qu'il viendrait aussi vite participer à la guerre du Golfe. Saddam Hussein ordonne l'envahissement du Koweït. Il pense qu'il va être seul. Et puis, il y a une coalition qui se met en place. C'est la guerre à Bagdad. Et vous avez participé, je crois, à 26 combats pendant la guerre du Golfe, Philippe Perrin. Oui, 26 missions dites de combat. Alors, ce sont des missions de reconnaissance, un peu comme à l'époque Saint-Exupéry. Alors, ce sont, comme toujours, les missions les plus dangereuses, puisqu'on est envoyé alors qu'en face, l'armée irakienne est encore en état. Et on va le long de la frontière avec des capteurs prendre des positions adverses. On est engagé une fois par les MiG-29 irakiens, je le raconte. Et c'est une guerre à l'époque qui m'étonne parce que je la fais, parce que je suis un bon militaire et je me demande en même temps pourquoi je la fais. Oui, parce que finalement, c'est pas votre guerre. Vous défendez des pétroles saoudiens et des énergies fossiles qui tuent la planète. Oui, j'ai le sentiment aujourd'hui que la bonne guerre du pétrole sera finalement celle qui détruira tout le pétrole existant. Mais ce qui est étonnant, moi je me souviens de cette guerre, c'était la première guerre en vidéo. À la télé, on voyait la guerre en direct. C'était une guerre soi-disant propre. Elle se termine par une guerre extrêmement sale, puisque l'armée irakienne quitte le Koweït et elle est absolument massacrée sur le chemin du retour. Donc c'est tout sauf une guerre propre. Et c'est mon premier sentiment finalement anti-guerre. Oui, en même temps, vous êtes un homme qui n'est pas fait pour les temps de paix, je crois. C'est gentil de me dire ça, parce que j'ai toujours de la considération pour les hommes qui ne sont pas faits pour les temps de paix. J'aime beaucoup la France qui s'est bâtie après la Seconde Guerre mondiale sur les gens qui avaient fait la guerre. Mais je dirais que comme tous les militaires, je voudrais tout faire pour que les guerres n'arrivent pas. Le but d'un militaire, ce n'est jamais de faire la guerre finalement, c'est de la prévenir. Oui, et puis vous avez des armes et vous détestez les armes. Elles me font peur. Pourquoi ? J'ai peur des fusils. Je raconte l'anecdote, pour la guerre du Golfe, on nous équipe d'un pistolet, parce que si on s'éjecte, il faut bien se défendre. Hein. Et je ne sais pas me servir d'un pistolet, ça me fait peur, j'ai peur de blesser quelqu'un. Alors, il y a beaucoup de chansons qui sont citées dans votre livre. Il y en a une qui ne l'est pas, elle est pourtant en rapport avec ce que nous venons d'évoquer. Notre monde entier s'effondre, les spectres sortent de l'ombre. La première chanson d'Antoine Laguerre, à l'époque du Vietnam, avant les élucubrations. Je ne sais pas si vous la Oui, connaissez. oui, alors je la connaissais pas, je connais bien les élucubrations parce que ma sœur écoutait Antoine. J'ai grandi avec Antoine. Comme beaucoup d'entre nous. Ouais. Et c'est vrai que cette chanson, c'était une chanson antimilitariste. Et c'est vrai que ça a marqué une époque. Il y a beaucoup de chansons dans votre livre, car vous êtes parti dans l'espace avec des chansons, Philippe Perrin. Oui, il faut comprendre que dans l'espace, le seul moyen de s'isoler, parce que l'espace c'est bruyant, on est les uns sur les autres, et la seule façon finalement d'avoir un espace et un moment à soi, c'est d'écouter de la musique, de mettre son baladeur et puis d'écouter de la musique. Donc j'avais amené principalement de la variété française. Et puis tout ça a commencé à l'école de l'air d'Aix-en-Provence, où vous arrivez à 22 ans. Vous êtes un gamin et d'ailleurs vous n'avez pas l'air franchement d'un futur astronaute. Non, c'est marrant, je me prends très au sérieux, mais je pense qu'à ce moment-là je ressemble pas à grand-chose.
Et vous êtes arrivé quand même, vous aviez envie d'aller là-bas. J'avais l'idée que c'était mon destin. Je ne sais pas la difficulté du métier. Je suis très bien accueilli par le général commandant l'école et par tous ces élèves de l'école de l'air qui avaient déjà une promo organisée. Moi, j'arrive en 3e année et qui m'accueillent comme des frères d'armes. Oui, car vraiment, ce qui est important là-bas, c'est la bonté. Il n'y a pas de place pour la dissimulation. Non, c'est vrai, des métiers d'aviateur. Vous êtes dans un avion, il y a un orage terrible, vous ne pouvez pas dire il n'y a pas d'orage, je continue tout droit. Donc on est des métiers où on est obligé à la vérité. Et en même temps, je crois que c'est l'escadron des Coyotes que vous intégrez. Alors ils se dénomment comme ça, les Coyotes, et donc je découvre là le pilotage, la rigueur, les astuces, surtout la fraternité. Et puis vous démarrez, je crois, sur un Fuga Magister pendant quelques heures avant de vous lancer vous-même dans l'espace seul. Oui, le Fuga Magister, on l'aura oublié aujourd'hui, c'est un avion, quand on le regarde, qui semble sortir d'un film en noir et blanc. Mais c'est un avion qui a des performances de petit avion de chasse, donc tout de suite on va comprendre ce que c'est que voler à la vitesse d'un aviateur de chasse. C'est-à-dire ? Eh bien, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais un avion de chasse va voler à 800 km/h, si vous voulez près du sol, à 100 pieds sol, donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Puis vous êtes assis, vous le dites dans ce livre, Philippe Perrin, sur un baril de kérosène. Oui, on est assis sur un baril de kérosène. Là, je ne suis pas encore assis sur un siège éjectable. Il n'y en a pas. Ça viendra plus tard, il n'y en a pas. Ce qui entraîne un accident malheureux d'ailleurs, puisque je vais perdre le premier ami que je me suis fait en arrivant à l'école de l'air, qui dans un exercice de voltige et de mise en vrille, ne pourra pas sortir du fait qu'il n'est pas vraiment aidé à pouvoir sortir. Et justement, la vrille, c'est un exercice qu'on voit souvent dans les démonstrations aériennes, qui est particulièrement délicat. La vrille, c'est une perte de contrôle contrôlée, dont on sait plus ou moins sortir, si ce n'est que le Fuga Magister est un avion dont on sort difficilement dans certains scénarios, ce qui arrive à ce malheureux camarade. Et j'ai tenu dans le roman à rendre hommage à tous les camarades que j'avais perdus sur le chemin du vol dans l'espace, et je fais le serment de les amener avec moi dans l'espace. Et il y a aussi un film que vous évoquez à plusieurs reprises dans ce livre, Philippe Perrin, c'est L'étoffe des héros. Oui, l'étoffe des héros, c'est absolument tout, parce qu'il y a le lien entre l'aviation et l'espace. Et pour moi, l'espace est une continuité du monde de l'aviateur. C'est la même fraternité, ce sont les mêmes métiers, mais avec un peu plus de hauteur. Oui, parce qu'en plus, ce film raconte, je crois, la conquête de l'espace de 47 à 63. Il a été nommé aux Oscars. Il n'a pas été un grand succès au box-office, mais il est devenu culte, car c'est une histoire. C'est l'histoire vraie. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin, c'est de ne raconter que des choses absolument vraies et toute la vérité, sans jamais rien dissimuler. Et il y a aussi ensuite, justement, après ce passage à Aix-en-Provence, c'est la base de Strasbourg, où vous êtes pilote de reconnaissance. Et là, je crois que Saint-Exupéry, en plus, a été là-bas, Philippe Perrin. Oui, Saint-Exupéry a été pilote au groupe de 33 pendant la bataille de France, quand il s'est fait cribler de balles en survolant Arras, et puis malheureusement dans son dernier vol au départ de la Corse, le 31 juillet 1944. Vous avez été très marqué par Saint-Exupéry. Vous avez des tas de souvenirs et vous êtes parti dans l'espace avec Le Petit Prince. Quand je discute autour de moi, je me rends compte que tout le monde est très marqué et je ne sais pas pourquoi. J'essaye de le comprendre. D'ailleurs, très gentiment, la Fondation Saint-Exupéry m'a fait ambassadeur de la Fondation. Et on sent que Saint-Exupéry a encore beaucoup de choses à nous raconter, beaucoup de choses à nous dire. Quand on pense que ce Petit Prince est né c'est par hasard, il est déjà dans un restaurant où il avait ses habitudes, il fait quelques dessins, et le patron lui dit « Pourquoi tu n'écrirais pas une histoire autour de ça ?» Et le livre est sorti aux États-Unis avant de sortir en France. Oui, et il est très connu, c'est-à-dire que si les meilleurs ambassadeurs, encore une fois, de la France aux États-Unis sont le commandant Cousteau et Antoine de Saint-Exupéry. Alors, le métier, vous l'apprenez, et on se rend compte, en lisant votre livre, combien la chorégraphie est importante dans l'aviation lorsqu'on pilote, par exemple, un Mirage. Oui, je passe ma vie, en fait, à être une ballerine un peu sophistiquée, alors en plongée sous-marine, en grotte, etc., où je mets la tête en bas et je découvre la 3e dimension dans le vol, aérien, bien évidemment, et finalement dans l'espace. Et donc, c'est cette capacité à voir les choses en 3 dimensions qui vont m'accompagner tout au long de ma carrière.
Et une chose que j'ai appris, c'est qu'on ne fait jamais le tour d'un mirage au sol, bien sûr, par la gauche. Alors, je ne sais pas si c'est de la superstition, rien ne vous oblige. Enfin, le tour de l'avion est publié dans une note très sérieuse, donc on fait ce qui est publié. Et puis surtout, quand on va à l'avion, on a un certain rituel qui permet de ne rien oublier et qui est aussi, je pense, un mélange de professionnalisme et de superstition. Et en même temps, il y a un jour où ça a failli mal se terminer pour vous, lorsque vous êtes retrouvé à bord d'un avion et que vous vous êtes fait descendre avec votre propre but, Philippe Perrin. Oui, c'est le comble du pilote de chasse. Je suis peut-être la première victime aérienne et le premier gagnant d'un combat aérien français depuis très longtemps. L'anecdote, c'est que je tire au tir air-sol sur un champ qui est rempli d'obus, qui n'a pas été nettoyé, si vous voulez. Et donc, un de mes obus vient frapper un obus au sol malheureux, qui rebondit et qui a la mauvaise idée d'entrer dans mon réacteur, ce qui va entraîner mon éjection. Et ça, vous avez cru que votre carrière de pilote était terminée ce jour-là? À chaque fois qu'on fait qu'on a des déconvenus, il y a des tas de gens qui vont essayer de prouver que vous êtes vraiment responsable de tout ce qui se passe. Et alors, bien évidemment, certaines personnes essayent, d'autres me défendent. Et on se rend compte que non seulement j'ai été victime d'un obus, mais j'ai dévié la trajectoire de l'avion pour pas qu'il s'écrase sur un village. Et donc je m'en sors avec 10 points positifs. C'est magnifique. Une autre date qui ne vous concerne pas, mais qui est importante dans votre parcours, c'est le 22 février 1962. À tout de suite sur Sud Radio pour en parler avec Philippe Perrin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Perrin. Ce livre En apesanteur chez Michel Lafon raconte votre parcours, on l'évoque à travers des dates clés. Alors j'en ai trouvé une qui ne correspond pas du tout à votre parcours, mais qui est importante, c'est le 22 février 1962. Les chevaliers du ciel sont heureux de leur sort. Si je mets cette chanson de Johnny Hallyday, vous connaissez sans doute, Les Chevaliers du Ciel, c'est parce que c'est ce jour-là qui est publié pour la première fois dans Pilote une aventure de Tanguy à la Verdure qui s'appelle L'escadrille des cigognes. Oui, que j'ai lu, bien sûr, qui m'a poursuivi. Les Chevaliers du Ciel, dans sa version la plus moderne, c'est un ami qui a tourné toutes les images aériennes, un grand monsieur de l'aéronautique qui s'appelle Éric Magnan, et qui m'a aidé à construire aussi le film de mon vol dans l'espace. Donc tout est lié. Voilà. Et la première série des Chevaliers du Ciel, Jean-Michel Charlier avait obtenu l'autorisation de tourner les scènes sur la base de Dijon avec les vrais avions. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, bien sûr. Il y a même une nuit un avion noir qui a survolé Paris pour un épisode. C'était une panique générale dans Paris parce que personne n'avait été prévenu. Oui, alors c'est à l'époque des Chevaliers du Ciel. On m'a raconté des tas d'anecdotes. À l'époque, les bases n'étaient pas grillagées, certains s'arrêtaient avec des biplaces, faisaient monter leurs épouses pour des vols de nuit, et puis allaient pour décoller. C'était une époque révolue, je vous rassure. Alors si je parle de l'escadrille des cigognes de Michel Tanguy en BD, c'est que vous-même, vous avez dirigé, vous avez été le chef des opérations d'une escadrille des cigognes. Tout à fait. Très belle escadrille, qui m'a valu d'ailleurs de retourner en Irak pour faire ce qu'on appelait la no-fly zone. C'est une défense une interdiction de vol des Irakiens sur leur territoire, et puis surtout un grand moment qui est l'échange avec le premier escadron et le premier échange avec la Pologne libérée du joug soviétique en 94. Et vous êtes arrivé là-bas justement avec le but de refuser de vendre des avions, et il y a eu, je crois, un combat d'espace qui est un combat de KPDP. Où ça en Pologne. Vous avez fait des combats dans l'espace? Alors, on fait des combats, on simule pour entraînement des combats, et on a fait les premiers combats simulés entre des Mirage 2000 et des MiG-29. Ça consiste en quoi, ça? Alors, on se croise, et puis on regarde celui qui va pouvoir tirer l'autre, si vous voulez, et on s'aperçoit qu'en fait, les Polonais ont été sous-entraînés par les Russes. C'est-à-dire qu'on les gagne, mais coup sur coup, et eux ne comprennent pas. En fait, vous parliez de balais tout à l'heure, les Russes ont appris aux Polonais à faire des balais aériens. Et nous, on va leur apprendre à faire la guerre. Voilà. Et en même temps, il y a un côté Star Wars dans tout ça. Oui, parce que à chaque fois, on prend un peu de hauteur. Dans les manœuvres aériennes, des fois, on part à la verticale. Mais bon, on n'a pas la puissance nécessaire à y rester très, très longtemps. Donc, je reprends la chanson du Tron. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir les choses d'en haut. Et petit à petit, je gravis les échelles. Quand on pense que Star Wars, au début, personne n'y croyait, et que les producteurs ont laissé les droits dérivés à George Lucas en disant ça marchera jamais, ils se sont légèrement trompés. Oui, et je pense que là aussi, c'est une fiction qui nous apprend probablement de ce que sera notre futur.
Alors, j'en reviens à l'escadrille des cigognes. Vous êtes chef des opérations. Comment vous êtes arrivé là-dedans et qu'est-ce que c'est que l'escadrille des cigognes? Bon, c'est une des escadrilles les plus prestigieuses de l'armée de l'air historique, les cigognes de Guinemer, mais pour moi, c'est une grande difficulté parce que j'ai été formé au combat air-sol. Donc, je suis un pilote de reconnaissance. Et là, on m'envoie diriger les opérations d'une escadre de défense aérienne. Je ne suis pas si bon que ça en défense aérienne. Donc, il va falloir que je dirige des gens qui sont meilleurs que moi. Et je pense à chacun d'entre eux. Ça a été pour moi une grande leçon d'humilité. Oui, en même temps, c'est un travail précis. Le matin, vous arriviez avant tout le monde pour que tout soit calibré. Alors, j'ai une obsession. C'est que tous les avions reviennent le soir. Oui. Et donc, voilà, j'assène des briefings de sécurité, des protocoles, etc., dont personne ne veut, mais ce sont un peu, pour moi, comme ce sont des frères, et des fois comme des enfants, et j'ai déjà une obsession qui va me poursuivre toute la vie, qui est de protéger les autres. Alors, vous voyez un jour par hasard, Philippe Perrin, un appel à une candidature du Centre national d'études spatiales. Il cherche des pilotes d'essai pour développer le premier avion spatial européen, Hermès. Voilà, alors à l'époque, souvenez-vous, la France a beaucoup d'ambition, veut faire une navette spatiale. Jean-Loup Chrétien, Jean-Pierre Ignoré sont en charge et ils cherchent de jeunes pilotes d'essai. Et donc on vient me chercher, on me forme donc au pilotage d'essai. Et alors là, vous vous dites, il y a quelque chose à faire, ça vous interpelle. Ah, c'est merveilleux parce que c'est la grande continuité des grands projets français, le nucléaire, le TGV, et là on va avoir notre navette spatiale. Voilà. Mais en même temps, ça marche pas. Patatras. Ouais. Donc on a vu peut-être trop ambitieux. Les Allemands qui viennent de se réveiller avec la fin de l'Union soviétique se disent que peut-être c'est trop franco-français et le truc ne se fera pas. Résultat, quand même, ça repart avec les Russes. Alors ça repart, ça s'appelle Hermeski, quelque temps. Il y a eu beaucoup de coopération et j'ai fait, moi, dans ma vie, beaucoup de coopération avec les Russes, que ce soit au niveau des moteurs d'avions, des tas de choses. On coopère bien avec ces gens-là, enfin on coopérait bien en tout cas, et ça ne marche pas non plus. Donc le programme s'arrête et me voilà sans vol, sans avenir spatial. Et ma femme me console en me disant, c'est pas grave, tu verras, on peut aussi vivre sans être astronaute. Voilà, en même temps, vous allez vous retrouver à la Cité des Étoiles. Alors, j'ai quand même un petit cadeau au passage, qui est un stage de plusieurs mois à la Cité des Étoiles. Et ça va, alors j'ai 29 ans, je suis le plus jeune, je pense, astronaute à s'être jamais entraîné dans ces conditions. Et à 29 ans, je me retrouve à la Cité des Étoiles par moins 40 degrés, sur tous les matériels russes. Alors, il faut imaginer ce que c'est, quelqu'un qui a connu la guerre froide, qui a eu en face de lui donc un ennemi, il faut appeler les choses par leur nom, et qui finit par aller dans la Mecque du vol habité de cet ennemi. Ça a énormément de sens, et j'ai toujours cherché du sens à ma vie, et là, ça a beaucoup de sens pour moi. En même temps, c'est un monde à part, la Cité des Étoiles. C'est un monde à part, surtout que tout ça se passe à la fin de l'Union soviétique, à l'époque d'Helsinki, et il faut comprendre, en fait, la misère de ce qu'a été, à ce moment-là, la Russie. Donc c'est un pays complètement désargenté, c'est un pays en pleine déliquescence, et donc je découvre à la fois le spatial, à la fois ce pays, et à la fois l'âme slave. Oui, et en même temps vous découvrez la difficulté des épreuves, car ça n'a pas été simple, Philippe Perrin. Alors je vous rassure, dans ce métier, comme dans l'aviation de chasse, rien n'est simple. Oui, mais là il y a quand même des épreuves physiques terribles et douloureuses. Oui, alors d'abord, il y a la sélection médicale, c'est un grand classique, avec tous les affronts possibles, je vous laisse imaginer. Oui. Et puis, il va y avoir la première expérience au 0G, l'avion, c'est un Ilyushin qui fait ça en Russie, donc on va me laisser finalement en chute libre, à moi d'apprendre la chute libre. Mais ce que je redoutais plus que tout, c'était le tabouret qui rend malade. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un tabouret qui tourne sur lui-même. On vous demande de vous asseoir dessus, fermer les yeux et d'incliner la tête de gauche à droite. Ça enclenche toute une série de vertiges et le but est de ne pas tomber malade. Et vous êtes arrivé ? Je ne suis pas très bon à cette épreuve. Le meilleur, c'était Jean-Loup Chrétien, oui, qui a l'âme d'un marin. Vous savez, Jean-Loup, il est breton. Et moi, j'ai un truc, c'est que je pense à mon épouse. Je pense à ma femme et souvent dans les épreuves, c'est elle qui m'aide, qui me guide.
Et je passe finalement, mais de justesse, l'épreuve du tabouret. Oui, elle a toujours été très présente. Elle a eu peur pour vous 1000 fois dans votre vie, Oui. Cécile, mais elle a toujours été là. Je peux dire qu'on a vécu cette aventure à deux, complètement. Avec beaucoup de magie, parce que elle a toujours pris le temps de comprendre tout ce que je vivais. Alors, ça me paraît essentiel quand on fait des métiers aussi exaltants que le mien, d'emmener l'autre avec soi, parce que sinon il peut y avoir un décalage entre celui qui vit l'exaltation et celui qui va rester au sol, même si elle a une autre activité tout aussi exaltante. Et je crois que c'est le partage dans un couple, c'est essentiel. Et nous, on a eu cette chance. Puis vous avez vécu une situation aussi, c'est vous avez eu l'impression d'être Tintin dans le trésor de Rackham le Rouge, Philippe Perrin. Alors, attendez, j'ai oublié. C'est-à-dire que c'est la piscine, quand vous êtes au fond de la piscine. Oui, je suis au fond de la piscine. Oh, il m'arrive un truc terrible. Je me retrouve effectivement dans un scaphandre de plomb et à un moment donné, j'ai plus d'air. Et je me dis, c'est pas possible, ils ont coupé le... Et donc, je fais un signe de secours, ils me remontent en catastrophe et ils m'expliquent qu'effectivement, ils avaient coupé l'alimentation en air. J'en parle quelques temps plus tard à Claudie Agnuret, qui me dit, mais tu sais, Philippe, il m'est arrivé la même chose. Et on se dit que c'était pas finalement un hasard, mais un exercice. À propos de Tintin, Objectif Lune, ça vous a marqué? On a marché sur la Lune? Alors, ça me marque. Tintin, c'est aussi un aventurier, un explorateur. Donc, je pense que ça fait partie de ce qui a créé en moi cette envie d'aller explorer. Puis c'est aussi un regard innocent sur le monde, ce qui a toujours été le mien, je crois. Et la fusée de Tintin, en réalité, a été dessinée par Albert Weinberg, qui était le créateur de Dan Cooper, une autre bande dessinée, un pilote canadien. Et c'est travaillé avec Hergé, c'est lui le vrai créateur de cette fusée devenue mythique. Réaliser, là aussi, le pouvoir de la fiction. Finalement, on la croyait fausse, elle ressemblait pas trop au LEM, elle va ressembler beaucoup au Starship d'Elon Musk, dans sa version future. Et puis c'est à ce moment-là que vous découvrez La Pesanteur, qui est le titre de votre livre, Philippe Perrin. Oui, alors La Pesanteur, on peut la découvrir déjà au plongeoir de la piscine, hein, mais brièvement. Donc là, la chute libre à bord d'un Ilyushin va durer une trentaine de secondes. Donc et cette apesanteur va me suivre un peu toute ma vie, puisque je vais la connaître ensuite dans l'espace, et je la retrouverai comme pilote de 0G plus tard. Et c'est un peu comme une Madeleine de Proust, à chaque fois que cette pesanteur se réveille, ce sont les souvenirs de l'espace qui me reviennent. Alors l'espace, ça commence aussi, quand vous revenez de Russie, vous êtes à Bretigny-sur-Orge, et on vous propose une mission pour Houston, une mission, mais sans aucune promesse. Non, ma mission est très étrange. En fait, elle part d'une coopération sur la suite d'Hermès, qui s'appelait le X-38. Les Américains décident d'essayer avec nous de créer un petit vaisseau spatial, avant finalement de tout donner et de donner les commandes à Elon Musk. Et on me choisit à l'époque pour être l'astronaute référent, mais on me dit bien, attention, si tu vas t'entraîner, mais il n'y a pas forcément de vol à la clé. C'est à toi d'aller décrocher ce vol. Et vous refusez pas ce défi? Non, alors j'ai 2 mois avant de partir, j'ai une journée pour choisir. Ma femme est enceinte de 7 mois, et ça fait aucun doute, on va partir. Et vous voulez montrer de quoi un Français est capable, parce que les Américains ne sont pas toujours d'accord sur ce sujet. C'est très étrange l'amitié qui nous lie, qui est très ancienne aux États-Unis, un respect mutuel. Et les Américains sont interloqués par les Français parce que on arrive à faire des choses, on arrive à faire de grandes choses. Ça les embête vraiment. Donc ils ont un espèce de respect qu'ils n'ont pas forcément pour toutes les autres nations. Mais en même temps, on reste toujours le Frenchie, c'est-à-dire un invité. On est toujours, on n'est pas l'égal d'eux. Et résultat, la mission, elle a évolué. Vous la racontez dans ce livre qu'on va évoquer à travers la date du 4 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Perrin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Perrin, spationaute français, le 10e. Ce livre en apesanteur qui est sorti le 4 avril 2024, on a longuement parlé sur tout ce qui a précédé votre séjour dans l'espace. Et effectivement, le séjour dans l'espace, c'était la conséquence de cette proposition d'aller à Houston. Pourquoi avoir fait ce livre aujourd'hui d'abord ? Il m'a fallu le temps, peut-être le temps de la maturité. Après l'espace, je me suis engagé dans d'autres aventures, celle de la souveraineté industrielle, celle de l'avion vert, un peu de politique locale à Toulouse. J'ai jamais eu le temps, parce qu'il m'a fallu, en fait, j'ai tenu à écrire ce livre moi-même, ça m'a pris 2 ans et beaucoup de rigueur. Et donc, il fallait que je puisse m'extraire du travail quotidien
Mais j'avais eu la chance de prendre beaucoup de notes à l'époque, donc tout ça a été pour moi très documenté. Il fallait quand même le mettre en musique. Oui, et vous pensiez que c'était important de raconter, parce que moi, ce livre, je n'ai jamais lu un livre où il y a autant de détails sur une conquête spatiale, sur la vie d'un spationaute. Vous avez vraiment travaillé dans les moindres détails. Oui, parce que j'ai donné beaucoup de conférences qui m'ont aidé à bâtir ce livre. Et j'ai remarqué que pour emmener les gens, il faut leur expliquer où on est, avec force détail. L'idée, c'était vraiment de les prendre par la main et de les emmener. Et il semble que ça marche au sens où les gens me disent « j'ai volé, j'étais à côté de toi ». Mais ça nécessite justement tout ce détail. Alors justement, en apesanteur, on apprend aussi que vous voyez les choses de haut, puisque lorsqu'on est en apesanteur, on est au plafond et c'est assez particulier. Tout est inversé. Alors l'apesanteur, ça ouvre ce que j'appelle la troisième dimension. On est dans une pièce ici. On y est rentré, on pourrait la dessiner sur un papier en 2 dimensions, mais si je vous mettais en apesanteur, on pourrait avoir les pieds au plafond et on verrait la pièce différemment. En fait, il faut réapprendre un environnement qui s'agrandit, qui se multiplie. On apprend tout ça assez vite, et finalement très vite on vit tous sur une même référence, parce que c'est pas facile de vivre chacun dans sa propre verticale. Oui, mais en même temps, on peut perdre une petite cuillère qu'on croit en bas et qui est en haut. Alors on perd les choses, et Jean-François Clairvoy m'avait dit, mais pour retrouver les choses, ne regarde pas en bas, ce qui est le réflexe du terrien, mais regarde en l'air, c'est en général là que les objets vous narguent. Et il y a une chanson que vous avez évoquée aussi. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. C'est assez étonnant comme chanson, elle vous correspond parfaitement sans les talons hauts. Alors, j'aime beaucoup les hôtesses de l'air, j'aime beaucoup les personnels navigants, quelle que soit leur spécialité, donc c'est une façon de leur rendre hommage aussi. Et puis, je crois que j'ai toujours eu beaucoup de dérision sur ma propre vie. J'ai toujours regardé les choses, je crois, avec un regard d'enfant. Alors, vous êtes arrivé, Philippe Perrin, effectivement, à la NASA, à un moment clé, c'est-à-dire qu'il voulait renouveler le personnel de l'espace pour préparer la destination Mars. On arrive et on nous dit très sérieusement, la première homme ou la première femme qui posera les pieds sur Mars est dans la salle. Oui. Je ne sais pas si vous imaginez le frisson qui envahit toute la salle. Il s'avère que ce ne sera pas vrai, puisque la conquête martienne prend un peu plus de temps, et puis elle s'est transmutée en conquête lunaire. Mais c'est dire aussi l'ambition que peut avoir le peuple américain. Ce qui m'a beaucoup séduit, et j'essaye de donner les clés de ça, parce qu'il faudrait qu'on importe cette capacité en France, c'est de croire en soi, se donner l'envie de... Johnny disait l'envie d'avoir envie. C'est la force un peu du peuple américain. Oui, et la force aussi de se battre, parce que les Américains, un Français, ils n'en veulent pas d'abord en première ligne dans les vols de l'espace. Non, un de mes meilleurs amis va me dire des années après, tu sais, quand tu es arrivé, on m'a proposé de partager le bureau avec toi et j'ai pas voulu. Et ça va devenir mon meilleur ami, parce qu'en fait, il va falloir aller chercher les Américains, l'amitié par la confiance et l'excellence dans le travail. Donc je me tue à la tâche pendant mes 6 années passées à Houston, pour montrer la différence. Oui, et la première année est difficile parce qu'il faut apprendre les détails de la navette spatiale. On n'imagine pas ce que ça peut représenter, Philippe Perrin. Non, une navette, ça se conduit à 4 membres d'équipage. Aujourd'hui, un Airbus a 2 membres d'équipage. Donc c'est une complexité. Effectivement, il faut 1 an entier de sa vie à apprendre chaque partie. Et c'est épuisant, chaque détail. Oui, en fait, j'ai passé 6 ans à Houston, et c'est 6 ans au rythme d'études de médecine, de classe préparatoire, enfin ce que vous voulez, c'est-à-dire c'est jour et nuit. Je disais souvent, je fais 35 heures, mais je les fais 2 fois par semaine. Exactement, ouais. Parce qu'il faut apprendre chaque détail chaque détail peut changer la navette spatiale, on peut chuter. Alors contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où les véhicules sont automatiques, intégrés, où finalement l'homme n'a pas vraiment son mot à dire, même si on lui met des écrans pour faire joli, à l'époque, l'homme est en capacité de piloter la navette, même dans les phases les plus critiques. Je crois que c'est le seul engin qu'on puisse piloter au décollage. La fusée elle-même peut être pilotée par le manche du commandant de bord. Donc c'est vous dire l'intégration. Il n'y a jamais aucun engin n'a été à ce point-là intégré entre l'homme et la machine. Vous découvrez aussi à la NASA, Philippe Perrin, le simulateur. Alors, je décris toute une séance de simulation pour que les gens comprennent la complexité et la beauté de ces machines volantes. Et dans le simulateur, on a une partie des effets. On n'a pas tout, mais c'est vrai qu'en rentrant dans le simulateur avec le camarade, on se regarde et il me dit I have butterflies in my stomach. Je connais pas l'expression, mais je comprends tout à fait ce qu'il veut me dire. On est extrêmement ému, c'est comme si c'était pour de vrai.
Oui, en même temps, qu'est-ce qu'on ressent dans ce simulateur? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors on va apprendre la conduite, les opérations, les pannes, la gestion des pannes, la dynamique de l'équipage. Donc on se prépare pendant des heures et des heures à vivre un décollage qui va durer, lui, 8 minutes 30 de vol. Donc vous imaginez des années et des années pour être en capacité de répondre à tous les scénarios sur 8 minutes 30 de vol. Oui, et il y a la souffrance physique aussi. Alors oui, il y a les harnais qui vous rentrent dans les chairs, il y a des anecdotes parce qu'on a les pieds en l'air, on est engoncé, on peut pas se défaire, donc on a des couches, hein, parce que pour les besoins primaires. Et puis voilà, donc c'est une leçon de, comment dire, c'est un effort permanent, mais c'est peut-être pas la chose la plus difficile, le simulateur. Ça va être la sortie extravéhiculaire le plus douloureux. Un jour, vous apprenez que vous allez pouvoir partir dans l'espace. Vous vous souvenez de ce jour-là, Philippe Perrin? Si je m'en souviens, la chance, pour moi, rien n'a été facile. Jamais. Donc, je me suis toujours un peu battu pour. Et je tombe malade, finalement, je déclenche une hernie discale suite à un accident en T-38 qui fait lui-même suite à une éjection que j'avais eue sur avion d'armes. Et je déclenche une hernie discale qu'il va falloir opérer. Et c'est le jour où je suis sur mon lit de douleur que le téléphone sonne. Le patron des astronautes qui me dit « Philippe, tu viens d'être sélectionné pour la plus belle mission qu'on ait jamais offert à un étranger. » Et je lui dis « Charlie, je ne crois pas parce que je suis sur mon lit de douleur. » Il me dit « Écoute, fais-toi opérer et si dans 6 mois tu es rétabli, ou peut-être 3 mois d'ailleurs, on te fait confiance, tu pars. » Et vous êtes devenu un astronaute bâtisseur. Et je suis devenu donc un maçon de l'espace. C'est-à-dire? À l'époque, il faut construire la station spatiale. Elle n'existe pas, il faut l'imaginer, il faut dessiner tous ces modules avec des partenaires qui se connaissent pas ou très peu. Les Français sont très utiles d'ailleurs à unir, je pense à Jean-Loup, Michel Tonini, les Russes et les Américains pour construire cet ensemble qui va finir par voler ensemble. Et puis il faut l'assembler, c'est énormément d'heures de travail. Et ma mission de 14 jours, ça va être 3 sorties dans l'espace entièrement dédiées à l'assemblage de la station. C'est un travail extraordinaire. Alors ça, c'est une vraie prouesse physique. Je me souvenais pas de mission où on ait fait 3 sorties extravéhiculaires. En tout cas, en général, on ne donnait pas... Je crois que depuis les missions Apollo, on n'avait pas donné 3 sorties à un jeune sur une première mission. Et il faut que ce soit donné donc à un Français. C'est quand même là aussi une marque de respect énorme. Et le défi, ça va être sur 14 jours, à 2 jours d'intervalle, de sortir près d'une 20aine d'heures dans l'espace et de construire. Alors, il y a le scaphandre qui est obligatoire. Et avec le scaphandre, je crois que vous pesez 250 kilos. Peut-être, oui, c'est ça, 150 de scaphandre, plus moi, plus les outils. Alors, on ne pèse rien, on flotte dans l'espace, mais on a une espèce d'inertie qui est très étrange, parce que dès que vous posez dans l'espace, vous n'arrivez jamais à vous stabiliser. Vous êtes soit toujours un petit peu en mouvement, soit toujours un petit peu en rotation sur vous-même. Quand on voit qu'on a marché sur la Lune, la combinaison du capitaine Haddock est orange, et vous aussi. Alors, elle est orange dans la phase de montée, parce que ça, c'est l'orange qui permet d'être retrouvé si on sautait en parachute. Il y a un parachute, il faut le savoir, sur la navette spatiale. Dans l'espace, elle est blanche. Elle est blanche parce que l'idée, c'est de rejeter les rayons du soleil pour pas trop chauffer. Un astronaute dans l'espace, comme tout objet d'ailleurs, est toujours en surchauffe, parce qu'il est bombardé de l'énergie du soleil, et en même temps, il n'y a pas de convection, il n'y a pas d'air autour, donc il ne peut pas se libérer de l'énergie. En même temps, il y a des météorites qui peuvent vous arriver dessus. Alors, tout à fait. Et ça, c'est un problème statistique, c'est-à-dire que probablement qu'elles arriveront un jour, mais dans mon vol, elles ne sont pas arrivées. Alors, j'en ai vu passer quelques-unes, filer comme des étoiles filantes sous mes pieds, par exemple. C'est fou, hein. Alors, vous avez découvert une grande famille, Philippe Perrin, qui est la NASA. Oui, c'est comme dans les films. Vous savez, la NASA, les barbecues, la famille, quelque chose de très, très convivial. C'est pour moi, encore une fois, c'est le prolongement de ce que j'ai connu dans l'armée de l'air. Et vous avez un surnom, Pépé? Alors, Pépé, c'est mon surnom dans l'armée. C'est, Philippe Perrin, Pépé. Je fais la guerre du Golfe, on m'appelle Pépé à la radio. Et puis, j'arrive aux États-Unis, je leur dis ça. Alors, ça les ravit parce qu'il existe Pépé the Pew, Pépé le Putois, qui est un personnage fameux de bande dessinée, qui parle français et qui est un dragueur invétéré. Si ce n'est qu'il se trompe toujours d'objectif.
Et là, ça les fait beaucoup rire, donc Pépé, oui, bien sûr. Et Pépé le Putois, je ne sais pas si vous le savez, mais l'origine du dessin animé, le réalisateur était fan d'un film de Jean Gabin qui s'appelait Pépé le Moco. Pépé le Moco, ça vient de Pépé le Moco, oui, je savais. Et Charles Boyer a fait une version Casbah aux États-Unis, et c'est comme ça que le personnage de Pépé le Putois est né aux États-Unis. Oui. Alors bon, après j'ai essayé de les éduquer. J'ai expliqué qu'il y avait aussi Gottlieb avec Pépé le pervers. Oui, c'est autre chose. Ça leur a plu aussi. Donc Pépé, c'était très 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 Frenchy. Alors, il se trouve aussi qu'il y a des porte-bonheur. Notamment, je crois que vous avez toujours eu dans votre portefeuille des cheveux de votre femme Cécile. Oui. Et puis, vous avez le Petit Prince. Vous avez aussi une Vierge. Vous avez tout un tas de choses. Oui. Vous savez, pour défier le mauvais sort, tout est bon. Oui, j'ai gardé toute ma vie donc les cheveux, une mèche des cheveux de Cécile. La Vierge, c'est tout dernier moment parce que je suis pas sûr de pouvoir l'embarquer. Et c'est ma tante qui me donne une Vierge et qui me dit elle te servira au décollage. Donc j'en prends grand soin, elle est avec moi. Alors le décollage, vous le racontez, Philippe Perrin, dans ce livre, on n'imagine pas ce que ça peut être. Non, il n'y a rien qui peut vous préparer à ça. Comme beaucoup de choses dans l'espace d'ailleurs, les millions d'années d'évolution qui amènent à l'espèce humaine font que l'espace vous est complètement inconnu. Et vous avez beau vous raccrocher à des entraînements, le mieux c'est encore les collègues qui vous racontent avant, mais souvent ils n'ont pas les mots pour le dire et on part et on ne sait pas où on va. Alors au décollage, il y a cette puissance extraordinaire qui est en fait dirigée dans une seule direction et qui est vers le haut. Sur Terre, il n'y a pas d'endroit où on ressent une accélération droite. Les accélérations sont toujours associées à des virages, des manèges. Là, elle est droite. Et vous avez l'impression, en fait, d'un coup de pied éternel qui vous propulse vers le haut. Et puis, le haut, finalement, vous ne savez pas ce que c'est. Et très vite, vous passez les dernières couches de l'atmosphère. Et là, c'est juste effrayant. Elle disparaît. C'est le ciel est noir en plein jour. Et il y a aussi la première sortie dans l'espace. On ressent l'air de l'espace. C'est très particulier, Philippe Perrin. Alors, ça, c'est... Quand je reviens... La combinaison a été brûlée par le vide spatial. Et au moment où je suis dans le sas, après avoir m'être déséquipé, je veux dire, je sens une odeur de brûlé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur de brûlé? Et un camarade russe qui est là me dit, c'est l'odeur de l'espace. Et aujourd'hui, parmi les honneurs qui vont être réservés, il y a une école publique à Saint-Paulais-de-Quesso qui porte votre nom. Oui, j'ai grandi à Saint-Paulais. Le village avait été fantastique. Ils avaient fait une grande fête à l'occasion du vol. L'armée de l'air avait fait venir des avions d'armes exposés sur la place du village. Il y avait un site internet et puis avec le temps, ils m'ont offert finalement le nom de l'école communale. Et votre fille a dit, lorsque vous étiez dans l'espace, Philippe Perrin, que vous étiez une étoile. Oui, ça c'est effrayant, n'est-ce pas? Parce que en fait, elle ne sait pas où je vais. Et ma femme la voit dehors, chercher, scruter le ciel. Elle lui dit, mais que fais-tu? Et elle lui répond, je cherche l'étoile de papa. C'est magnifique, ça. C'est magnifique, je pense que c'est aussi inquiétant. Oui, alors, en tout cas, vous faites partie d'une génération de bâtisseurs de l'espace qui risque de disparaître parce que vous risquez d'être remplacé par des machines, Philippe Perrin. On est déjà remplacé par... Il y a beaucoup moins de sorties extravéhiculaires. Le robot a maintenant une main et il a pris la place de l'homme et c'est très bien parce qu'il y avait des risques associés à la sortie extravéhiculaire aussi, donc... L'homme retrouvera sa place dans l'exploration lunaire, me semble-t-il. Mais quand vous voyez votre parcours, vous imaginez un tel parcours au départ? Non, j'ai eu beaucoup de chance. C'est tout ce que la France a pu offrir à un jeune homme qui croyait en ses rêves et qui s'est donné les moyens en même temps. Je veux à tout prix m'assurer que la France d'aujourd'hui soit en capacité de donner les mêmes chances à d'autres jeunes. C'est un peu l'objectif de ma vie aujourd'hui. C'est l'objectif de l'écriture de ce roman, enfin de cette biographie romanesque. C'est d'expliquer aux jeunes quand on veut, on peut. Voilà, et vous l'expliquez très bien. Je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de lire En apesanteur chez Michel Lafon parce que on ne lâche pas de la première à la dernière page, et il y en a beaucoup, et c'est un roman passionnant à la hauteur de tout ce que vous avez fait, Philippe Perrin. Merci à vous. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.